Bienvenue à toutes et à tous à l'émission Salon de réflexion, une émission qui reçoit pour vous les acteurs politiques, les autorités, mais aussi tous ceux qui ont des idées constructives pour avancer notre pays. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous présenter ou de réfléchir ensemble avec le président du parti Orange. Lui, il s'appelle Fiyun Dondoboni. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Très bien, la grâce de Dieu est là. Entière. Merci oui, beaucoup. Okay. Donc, comme vous l'observez aussi sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mes confrères de Info 7 sur 7. Il s'agit bien de Joseph Kazadi. Bonjour Joseph. Bonjour. Et aussi un autre confrère de Actualité.cd, Roberto Chai. Bonjour Roberto. Bonjour. Nous démarrons déjà cette émission et nous allons réfléchir sur les élections. Un sujet qui dérange vraiment tout le monde, étant donné que c'est un sujet qui demande beaucoup de concentration sur le plan de réflexion et de stratégie pour arriver réellement à un bon résultat. Et après ces sujets, nous allons parler des enjeux qui nous attendent au mois de décembre. Nous sommes déjà à quelque part de ces mois. Et à la fin, nous allons proposer des pistes et des solutions. Là, nous laisserons la place à celui qui est honoré aujourd'hui, le président du parti Orange, Fiyun Dondoboni. Alors, je m'en vais rapidement pour la première question concernant le premier sujet. Je laisse la parole à notre confrère de Info 7 sur 7, Joseph Kazadi. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Fiyun Dondoboni, vous êtes président du parti Orange, parti proche du rassemblement. On parle élection en République démocratique du Congo. Le calendrier électoral, vous êtes sans ignorer, a été publié par le président de la CENI, Corneille Nangaa, et qui renvoie l'organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales au mois de décembre, le 23 décembre 2018. Mais au niveau de l'opposition, vos camarades de l'opposition, notamment au rassemblement avec Félix Tshisekedi, le MLC et l'UNC ont rejeté ce calendrier. Mais vous, au niveau du parti Orange, vous avez estimé que ce calendrier peut servir de document de réflexion. Dites-nous, vous êtes à quel niveau? Vous vous êtes limité seulement à une simple déclaration ou vous envisagez dans les tout prochains jours entamer des contacts pour convaincre ceux qui ont rejeté ce calendrier afin d'épouser votre logique? Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation et pour moi c'est un plaisir de prendre part à une émission comme celle-ci et surtout sachant que à l'issue de l'émission, nos téléspectateurs et tous ceux qui vont nous lire également ou nous écouter à la radio pourront avoir des éclaircissements par rapport à un certain nombre de questions. Si je devais répondre à votre préoccupation par rapport aux options qui ont été levées, soit aux différentes déclarations qui ont été faites après la publication le 5 novembre dernier du calendrier électoral, le parti Orange a pris une position disant que nous considérons ces calendriers comme un outil de travail, comme un soubassement, comme un départ qui pourrait nous permettre d'améliorer pour que nous puissions aller aux élections le plus tôt possible. D'après ma compréhension, l'expression rejetée, le parti Orange a pris cette expression dans le sens que ceux qui ont fait des déclarations n'étaient pas d'accord. N'étaient pas d'accord du chronogramme, parce qu'il y a eu des propositions qui s'en est suivies. Les uns et les autres ont fait des propositions pour améliorer justement le calendrier. Quand un parti politique, un mouvement politique dit, après avoir rejeté que nous voulons que les élections aient lieu au plus tard fin de l'année ou au plus tard mois de juin, cela veut dire que ces calendriers doivent être revus. C'est ce que ça veut dire. Alors, je considère cette expression du rejet comme une expression qui veut tout simplement dire que ça devrait être modifié. Parce que s'il faudra rejeter au sens le plus strict, cela veut dire même nos différents enrôlements que nous avons faits sont rejetés parce que ça fait partie du processus électoral. Vous comprenez? Alors, nous avons tout simplement présenté les choses de la manière la plus simple et claire en disant que ce calendrier est là. Nous devons aller aux élections l'année prochaine, mais ce calendrier a de faiblesses
Je donne une première faiblesse. Les activités ont été celui qui est chargé des élections au niveau du parti nous a fait une belle présentation. Il y a par exemple le mois de novembre. Si tu prends les activités planifiées pour le mois de novembre, la CENI ne fait presque rien. La CENI a utilisé un principe de faire une activité après l'autre. Mais on peut adopter le principe de parallélisme d'activité. Vous comprenez? Il y a des activités qui peuvent se faire parallèlement. Non pas attendre une activité se termine pour commencer les histoires comme des formations, les histoires comme ceci ou cela. Ça peut se faire parallèlement au lieu d'attendre. Donc c'est à ces niveaux-là qu'il faut faire des observations pour que nous ayons les élections le plus tôt possible. Les évêques en parlent au plus tard au mois de juin. Il y a d'autres partis politiques membres des rassemblements qui font des propositions de calendrier autour du mois de juillet. C'est conforme à ce que le parti Orange a dit, au plus tard le mois de septembre. Pourquoi nous avons dit au plus tard le mois de septembre? Pour que nous restions conformes à notre constitution. Parce que la CENI, par rapport à ces calendriers, appelle le scrutin au mois de juin. Vous comprenez? Mais la Constitution nous dit que les élections présidentielles devraient être convoquées, le corps électoral devrait être convoqué 90 jours avant la tenue des élections. Si on appelle au mois de juin, cela veut dire au plus tard mois de septembre, nous devons aller aux élections, pas au mois de décembre. Ne fût-ce que pour que nous restions conformes à notre Constitution. Donc, au stade actuel, nous devons vraiment prendre de la hauteur, aller aux élections et ne pas donner la place justement au président Kabila et toute son équipe de dire que l'opposition a peur des élections. L'opposition n'a pas peur des élections, l'opposition veut aller aux élections. Il faut qu'à un certain moment qu'il y ait cette affirmation que nous voulons aller aux élections. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Monsieur Fiyun Ndondoboni, avant ce calendrier, la CENI a publié d'autres calendriers qui n'ont pas été respectés. Plus grave, il y a des gens dans ce pays qui ont déposé leur candidature pour les élections provinciales qui n'ont jamais été organisées. Qu'est-ce qui prouve que le calendrier publié par M. Corneille Nangaa sera respecté? Je confirme ce que vous dites parce que le parti Orange avait aligné effectivement des candidats aux dernières élections provinciales. Jusqu'à présent, nous avons aligné, nous avons payé. Il y a eu un décaissement important qui a été fait pour aligner les candidats députés provinciaux. C'est effectivement ça. Mais il a fallu la présence d'un envoyé spécial du président américain ici pour que 10 jours après, qu'il y ait ces calendriers électoraux. Et pourtant, vous vous souviendrez qu'au mois d'août, les rassemblements a visité la CENI. Et la CENI s'était engagée de publier le calendrier à la fin du mois d'août. Le 2 août exactement, si j'ai bonne mémoire, une délégation des rassemblements a visité la CENI. Mais la CENI avait promis de publier les calendriers à la fin du mois d'août. Mais la CENI n'a pas publié. Donc, c'est pour dire qu'il a fallu une intervention, une menace, entre guillemets, vis-à-vis de la CENI pour qu'il respecte l'engagement et publier l'accord. Et les États-Unis ont imposé, je pèse même au mot, que ça puisse se faire, ce calendrier reste en 2018. Et la CENI, même s'il est une semaine avant la fin de l'année 2018, mais il a respecté 2018. C'est aberrant, c'est un peu bête tout ce que je dis, mais du moins la réalité c'est quoi? Il fallait qu'il y ait quelqu'un avec une chicotte pour que ça soit respecté. Mais on est traité comme des enfants, on est traité comme des personnes sans trop de considération, de respect, parce que nous-mêmes, nous ne nous respectons pas d'abord. Alors c'est là que je dis, le garde-fou, je peux citer comme premier garde-fou, c'est l'injonction qu'ils ont reçue. Donc vous êtes sûr qu'avec l'interférence... rien à faire. Je pense qu'il faudra un autre leadership fort qui va venir après ces élections, qui fera assez que ces États nous respectent parce que nous serons les personnes qui respecteront nos engagements. Pour l'instant, on accepte cette humiliation de l'injonction de la communauté internationale, la chicotte qui se tient à côté de la CENI, aux côtés du pouvoir actuel, pour que nous allions aux élections l'année prochaine. Deuxième pression, c'est la pression populaire. La population fait pression, veut aller aux élections. La population le dit tous les jours. Et ceux qui nous gèrent actuellement sont conscients que la population en train de guetter veut aller aux élections parce que la population veut avoir le nouveau dirigeant. Et la classe politique également fait pression. Ne croyez pas que ces silences qui donnent l'impression
de ne pas écouter, ça ne les dérange pas. Ils sont dérangés, ils se sentent en insécurité aussi. Donc nous faisons pression. Il faut absolument, en 2018, que nous allions aux élections. Sinon, il y a d'autres paramètres qui font que si on ne va pas aux élections, il y a déjà de paramètres envisageables, de choses envisageables. Merci beaucoup, Président. Avant de passer la parole à notre confrère de Actualité.cd, j'aimerais savoir, dans votre allocution, vous venez de soutenir, ou encore votre position depuis longtemps, depuis la publication du calendrier, vous soutenez ces calendriers. Alors, comment cela va se faire au moment où vous avez encore une autre position selon laquelle vous voulez une transition sans Kabila? Je vous ai suivi religieusement l'autre fois en train de parler d'une transition sans Kabila. Aujourd'hui, vous soutenez le calendrier électoral. Alors, comment cela va se passer sans Kabila? Première correction, je n'aurais pas vous dire que nous soutenons. On ne soutient pas ce calendrier électoral. Nous considérons ce calendrier comme un outil de travail sur lequel on va travailler pour apporter des modifications et des corrections. Nous ne soutenons pas. Nous ne sommes pas de ceux qui soutiennent des choses. Donc, c'est un discours que les politiciens congolais qui soutiennent même des individus ont développé. Nous ne sommes pas dans ce discours-là. Mais du moins, je suis d'accord avec vous, c'est un calendrier que nous avons pris, considéré comme un outil de travail. On ne l'a pas rejeté, mais on le considère comme un outil de travail. Alors, pour revenir à votre question principale, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas mélanger non plus. Il y a la question des élections, qui est une question administrative. Il y a une autre question de la problématique sur la légitimité du président de la République. C'est deux choses différentes. L'administration est censée fonctionner. Le calendrier électoral a été fait, mais avec qui nous allons aller à ces élections? Il y a une réalité. Nous devions, depuis 2016, le mandat du chef de l'État a pris fin. Il n'a aucune légitimité. Aucune. Parce que, en tant que garant de la Constitution, et je me souviens, en 2016, le Parti Orange a fait une déclaration pour lui demander de démissionner pour libérer la Constitution, de manière à ce que nous rentrions, nous fonctionnons confortablement par rapport à notre Constitution. Il y a eu les accords de la CENCO. Ces accords lui ont donné la possibilité d'avoir une année supplémentaire. Et cette année-là va s'achever le 31 décembre de cette année 2018. Nous avons exigé que nous allions aux élections, 2017 pardon, nous avons exigé que nous allions aux élections avant la fin de l'année 2017, conformément à l'accord. Mais la majorité, en complicité avec la CENI, s'est arrangée pour tirer en longueur justement que nous allions au-delà de 2017. C'est là que nous disons, par rapport à la question de la légitimité du chef de l'État, au 31 décembre de cette année, il n'aura plus cette légitimité, il va perdre la qualité. Alors nous allons traverser sans lui. Et là, le Parti Orange a proposé qu'il puisse démissionner avant les 31. S'il démissionne avant les 31 décembre, il y aura deux possibilités. Soit l'activation de l'article 75 de la Constitution, c'est-à-dire le président du Sénat, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui est là jusqu'à présent, on ne l'a pas, mais il est hors mandat parce que justement le même chef de l'État n'a pas su organiser les élections pour qu'on les remplace. Parce que le garant de bon fonctionnement des institutions de la République, c'est le chef de l'État. C'est lui qui est là, qui doit se rassurer que chaque chose a été faite en son temps et conformément à la Constitution. Il n'a pas veillé à cela. Et d'ailleurs, on devait assimiler cela à une haute trahison, conformément à l'article 172-63 de notre Constitution. On devait assimiler cela à une haute trahison parce qu'il n'a pas veillé à la fonctionnalité correcte, conforme à la Constitution des institutions de la République. On devait assumer cela. Alors, nous considérons, si lui une démission, il y aura l'activation justement de l'article 75 de la Constitution pour que le Sénat, le président du Sénat, dans les 4 mois maximum qui suivent, il soit à mesure d'organiser des élections. Alors, au cas où il poserait un problème, c'est à ces niveaux-là que la classe politique, la mise en œuvre ou la transformation justement de cet accord pourra faire qu'on puisse avoir une structure temporaire, régime d'exception, pour que nous puissions aller aux élections, mais sans lui parce qu'il n'a plus qualité. Donc il est le responsable de la situation actuelle, il n'a pas su nous amener aux élections conformément à la Constitution, donc
les conséquences devront en assumer. Donc ça, c'est la position du Parti Orange. Et nous croyons que c'est une position correcte et juste pour nous aider à aller correctement aux élections. Et lui, nous allons, conformément à la Constitution, préparer une sortie aisée, qu'il soit sénateur à vie, tout ça, et mettre tout le garde-fou nécessaire pour que, bon, il reste confortablement au pays avec tous ses collaborateurs sans trop de... Mais vous ne voyez pas que là, nous tomberons encore dans une nouvelle crise. Pourquoi? Parce que le gouvernement qui a été établi, c'était un gouvernement qui avait la mission d'organiser les élections. Alors, oui, bien sûr, qui avait la mission d'organiser les élections. Maintenant que c'est lui qui a pratiquement, on peut dire, institué ces gouvernements, sera limogé ou doit carrément laisser le pouvoir. Et comment nous allons réglementer encore ces gouvernements? Le gouvernement actuel va aussi tomber, et si le gouvernement tombait, qu'est-ce que nous allons faire pour y arriver? D'abord, il faut savoir, la situation dans laquelle on est maintenant, c'est une situation anormale. Qui est responsable de cette situation anormale? Le chef de l'État avec sa majorité. Ils sont responsables de la situation. Et toutes les solutions que nous sommes en train d'apporter, ce sont des solutions qui puissent nous faire entrer dans l'ordre constitutionnel. En réalité, on est dans une situation anormale. Donc, tout ce qui va se faire dans la suite pour rentrer dans l'ordre, c'est parce qu'il y a eu des auteurs qui ont créé cette situation. Mais dans une situation anormale, la CENI publie le calendrier. Donc, on peut dire que ce calendrier est anormal. Non, justement, la CENI a publié les calendriers. Mais il a publié un calendrier en dehors du délai. Mais puisque nous sommes censés rentrer dans l'ordre, il y a eu accord de la SENCO, pourquoi? Pour que nous puissions rentrer dans l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi il y a cet accord. Et dans cet accord, tout le monde s'est mis d'accord en une année, réglons la situation pour rentrer dans le normal. Mais après cette année... Ce même accord donne le pouvoir à la CENI, au CNSA et au gouvernement d'évaluer pour voir dans quelle mesure, s'il y a des problèmes qui compliquent, des difficultés qui ne permettent pas de respecter les délais, de voir dans quelle mesure on peut reporter les élections, M. Fillou. Oui, mais je suis pas contre, je suis totalement d'accord. Voilà pourquoi nous disons que toutes les choses qui vont se faire, s'il devrait avoir un cadre de concertation, ça sera autour de la SENCO, justement, par rapport à l'accord. Vous comprenez? Mais la personne du chef de l'État, tout ce qui est chef de l'État est constitutionnel. Même le délai de la convocation de ces élections-là est constitutionnel. L'unique calendrier constitutionnel, ce sont les élections présidentielles. L'unique calendrier constitutionnel. Et c'est ce calendrier qui a été violé par la CENI, qui a été violé par le garant de la Constitution. C'est là que nous disons que lui a perdu la qualité. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler du président du Sénat, on peut parler des députés nationaux, on peut parler de sénateurs, on peut parler des députés provinciaux, mais ces gens-là, leur calendrier, la convocation n'est pas constitutionnelle. Vous comprenez? C'est la CENI qui met en place leur calendrier électoral. Mais le calendrier du chef de l'État est constitutionnel parce que la CENI dit dans son article 73, 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État, la CENI convoque les corps électoraux. Donc c'est le calendrier électoral présidentiel. Vous comprenez? C'est là que nous disons qu'il y a un problème. Le problème, c'est à ce niveau. Donc le chef de l'État, en tant qu'institution, président, qui est censé gérer cette période, n'a plus qualité de traverser parce que l'unique chose qui le garantissait, c'est cet accord. Vous allez dire que non, il y a la Constitution qui dit dans son article 70, le chef de l'État reste en place jusqu'à l'installation du président élu. Mais c'est vrai, mais c'est le président élu. Mais on dit, si volontairement les élections n'ont pas été organisées, il est assimilé à une autre trahison. Et la Cour constitutionnelle, en principe, est censée, si on était dans un pays, si on était dans la logique la plus simple, le gouvernement devait saisir, le chef de l'État devait démissionner ou le gouvernement devait saisir la Cour constitutionnelle pour constater la haute trahison et qu'ils soient assimilés à autre chose. M. Fillou Ndodoboni, à ce stade ici, vous ne voyez pas que non, on ne peut plus parler de l'accord de Saint-Sylvestre, mais plutôt de parler de l'accord de Cité de l'OIA, parce que dès qu'on organise les élections pour l'année 2018, là déjà on rejoint l'accord de la Cité de l'OIA. Mais les élections prévues en 2017, catégoriquement, la CENI nous dit clairement avec le calendrier, c'est pour décembre 2018. Donc,
il y a quand même de parties où on peut dire que non, nous sommes maintenant dans l'accord de la cité de l'OIA et non de Saint-Sylvestre. Non, l'accord de cité de l'OIA, il ne faut même pas en parler parce que cet accord elle-même avait accepté qu'il n'y avait pas d'inclusivité. Donc, cet accord-là, il faut déjà mettre ça à côté. On est, même les ordonnances, les différentes institutions qui fonctionnent actuellement, même si ça n'a pas été correctement suivi, c'est sur base de l'accord du 31 décembre. Vous comprenez? Donc, si je dois revenir à votre question, repréciser un peu, parce que j'ai perdu le fil d'idée, repréciser la question. Je disais à ce stade ici, est-ce qu'on peut toujours insister concernant l'adoption ou l'application de l'accord de Saint-Sylvestre? Non, si, parce que, regardez, parce qu'il y a non-respect dans d'autres parties. Il y a violation de cet accord-là. Encore d'une manière volontaire, d'un côté. Parce que vous allez il y avait 2 points. Quand les évêques ont remis le tablier au chef de l'État, il y avait 2 points pendants qui restaient. Il y a eu un arrangement particulier qui a été signé d'une manière pas trop correcte, qui a été signé au Palais du Peuple. Et ce qui a fait que il y a eu la mise en place des institutions qui fonctionnent jusqu'à ce jour. Nous avons accepté ces institutions comme telles, comme un moindre mal, pour que nous allions quand même aux élections à la fin de l'année. Mais arrivé à la fin de l'année, cet accord, c'est vrai, nous l'acceptons, il est toujours là. Mais au 31 décembre, la qualité de la personne du chef de l'État, la qualité là, parce qu'on lui a donné 1 année. C'est pourquoi dans les déclarations, on dit que nous allons traverser sans lui parce qu'il perd la qualité. Il perd la qualité. On va traverser sans lui. Alors, nous faisons un raccommodage par rapport à la Constitution, par rapport au bon sens, par rapport aux idées qui apparaissent pour que nous puissions faire un atterrissage moins dangereux de manière à ce que nous rentrions dans l'ordre des consciences. On va traverser sans lui, mais le calendrier a été publié, rejeté par le Rassemblement. Le budget fixé pour l'année 2018, rejeté encore par la société civile et le Rassemblement. C'est tout simplement un rejet de la date au mois de décembre. Mais ces calendriers, c'est pourquoi nous avons explicité d'une manière plus précise en disant nous considérons ces calendriers comme un support. En réalité, nous ne sommes pas opposés. Nous considérons ces calendriers comme un support pour que nous puissions les modifier et ramener à la date qui intéressera tout le monde. Et je pense que dans ces différentes concertations, il pourra avoir possibilité de ramener ou de réduire. Les évêques vont être en leur colloque, je crois, d'ici la fin de l'année. Ils vont également donner leur position quant à ça. Mais du moins, le calendrier est censé rester là et être là pour que nous allons aux élections en 2018. Alors le budget. Vous venez encore, quelques acteurs de votre plateforme ont encore rejeté le budget fixé par le gouvernement, les 5 milliards. Ils ont rejeté. Donc, si on est toujours dans les étapes des rejets, donc on peut confirmer l'hypothèse de la majorité selon laquelle c'est l'opposition qui n'est pas prête à aller aux élections. Vous savez, tout le monde peut faire une déclaration à la télé de sa manière, j'accepte ou je rejette. Chacun est libre de faire la déclaration. Je ne veux pas ici réagir sur base de déclarations individuelles des gens qui ont fait rejeter ou quoi. C'est le Parlement qui est responsable du budget. À ce que je sache, le budget a été déposé. Ce budget doit être analysé, débattu. Il y aura une option finale par rapport à ce budget. Mais chacun est libre de donner son avis. Mais nous savons également qu'il est de la responsabilité du gouvernement de financer les élections. S'ils ont donné un budget de 5 milliards, c'est qu'ils ont pris des dispositions pour garantir l'organisation des élections. Nous savons aussi que la communauté internationale a pris un engagement. Une fois que le calendrier est publié, ils vont financer l'organisation des élections. Ce sont ces choses sur lesquelles nous tablons. En tant que leader politique, en tant que responsable, je ne peux pas m'appuyer sur des déclarations individuelles d'une personne qui peut-être n'a même pas réuni l'ensemble de son parti politique pour lever l'option. Je ne peux pas m'appuyer sur une déclaration parce qu'elle est superficielle. Vous comprenez? Donc c'est une déclaration individuelle qui n'engage que la personne qui l'a faite. Alors parlons de la qualité du chef de l'État. J'aimerais rappeler ici que la RDC est un pays qu'on peut inscrire dans un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel. Mais pourquoi la plateforme de l'opposition ou encore dans votre discours, vous avez dit beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus attardé ou apaisanti sur le départ du président à la tête du pays.
aussi longtemps que le Parlement qui est là, qui existe déjà, qui fonctionne d'une manière illégale, même illégitime aussi. C'est un Parlement qui ne mérite même pas exister jusqu'à présent. Mais pourquoi vous êtes en train de vous focaliser sur la présidence de la République et vous négligez l'aspect Parlement, aussi longtemps que le président est renforcé par ce Parlement, parce qu'il y a la majorité présidentielle qui vote à chaque fois qu'on vote une loi, qui renforce par exemple le pouvoir du chef de l'État. Ce sera cette loi qui sera adoptée parce qu'il y a la majorité présidentielle. Mais pourquoi d'abord, vous savez, cette partie-là n'est pas prise encore? Dans le management, c'est le responsable qui a le poids du résultat. C'est-à-dire, plus il y a le sommet et on escalade jusqu'à la base. Chacun fait son rôle, mais la personne qui a la responsabilité du résultat, c'est le répondant. Aujourd'hui, qui est le répondant de la République? C'est le chef de l'État. C'est lui le répondant. Donc, il a la responsabilité du résultat. Donc, si le résultat n'est pas apporté, c'est lui. C'est pourquoi l'article 69 de la Constitution lui attribue cette fonction comme garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui le répondant. Donc, la première personne à être frappée pour la non-performance, la non-atteinte des résultats, c'est le répondant. Donc, ce qui fait que à l'Assemblée nationale, oui, ils sont peut-être aussi hors mandat. Ils ne sont pas peut-être, mais ils sont hors mandat. Provincial et tout ça, tous ces blablabla que nous vivons aujourd'hui. Mais qui est le responsable de tout ça? C'est le chef de l'État. Parce que c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il n'a pas fait. Donc, il doit assumer toutes les responsabilités. Il doit en assumer. C'est ça. Mais pour vous montrer également que cette majorité-là, qui a été obtenue, n'a plus sa raison d'être. Parce que dans l'accord, par principe, le Premier ministre doit venir de l'opposition. Mais là, on nous dit que, par rapport à la Constitution, le Premier ministre doit venir de la majorité que le chef de l'État se fait à l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Mais si on doit être strict par rapport à ça, en principe, ceux qui sont Premier ministre aujourd'hui ne devaient pas être Premier ministre. Vous comprenez déjà à ce niveau-là que la réalité même de l'Assemblée nationale a perdu son sens. Parce que nous ne sommes plus dans le fonctionnement normal des institutions. Un fonctionnement qui n'est plus normal parce qu'il y a eu un individu qui n'a pas respecté les règles de jeu mises en place. Alors, en réalité, après le départ du président Kabila, le gouvernement restera-t-il en place? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Lui, il part. Mais maintenant, il y a deux possibilités. La première possibilité, nous revenons dans l'accord pur de Saint-Sylvestre, où ça sera un compromis politique qui va être trouvé. Bon, ok, l'actuel est là. Tu continues, tu nous amènes jusqu'à tel résultat, mais du moins, lui qui est responsable de cette situation, ou à qui on attribue également la responsabilité des blocages jusqu'à ce jour, lui ne soit plus là. Et nous croyons qu'à ce moment-là, les choses vont être libérées et nous irons confortablement aux élections. Par là, vous projetez déjà l'idée du troisième dialogue? Il n'y a pas de troisième dialogue. L'unique rencontre que nous pouvons faire, l'unique rencontre autour de la SENCO, parce que la crédibilité aujourd'hui, c'est la SENCO, qui a au moins ramené les choses à une certaine stabilité jusqu'à ce jour. Autour de la SENCO, ça ne sera que réfléchir de quelle manière ou dans quel cadre on peut préparer le départ du président Kabila. C'est l'unique point. Ce n'est pas un dialogue, c'est l'échange qui pourra être fait pour réfléchir comment il pourra les engagements par rapport à son départ. C'est l'unique point de discussion que l'on peut faire. Vous êtes sûr que les caciques ou les jusqu'au boutistes de la majorité présidentielle vont adhérer à cette logique? Bon, vous savez déjà, quand vous avez affaire à des professeurs d'université qui chantent les hommes, vous croyez que ce sont des personnes crédibles? Quand vous avez affaire à une majorité qui est en train de danser, un professeur qui est en train de s'allonger sur terre, en train de ramper pour un homme, vous donnez la crédibilité à ces profils de personnes pour parler de l'État, pour parler du Congo? Non, ne me parlez pas de ça. C'est une bassesse. Ces gens-là ne travaillent que pour leur propre ventre. Et ils sont en train d'induire le chef de l'État en erreur. Ce sont les mêmes personnes. Aujourd'hui, le parti Orange a le pouvoir
arrivent à obtenir la magistrature suprême, ce sont les mêmes personnes qui viendront danser, chanter pour détruire encore la République. Nous n'avons pas besoin de cette médiocrité, la qualité de personnes là. Ne me parlez pas d'eux. Parlez de l'intérêt de la République. Ils sont loin d'être proches de l'intérêt. Mais vous aurez besoin d'eux. Parce que quand vous dites que vous serez autour de la CENCO, vous aurez besoin de ces gens-là pour... On aura besoin d'eux, ce frère. On aura besoin d'eux, mais nous savons quel profil, quelle qualité d'hommes qui sont en face. Ils travaillent pour leur ventre, avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils sont en train de faire, pour détruire notre grand et beau pays. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. On aura besoin d'eux, ce frère. Ils vont intervenir, mais nous savons, nous connaissons leur profil. Voilà, nous sommes pressés par les temps. Nous allons basculer au deuxième sujet retenu aujourd'hui dans notre émission Salon de réflexion. Il s'agit des enjeux de ces mois qui s'annoncent déjà le mois de décembre. Le parti Orange, qu'est-ce que vous prévoyez pour avoir l'effectivité du départ de ces régimes ou de celui qui occupe la tête de ces régimes? D'abord, vous savez que l'ensemble de la population congolaise est mobilisée. Il y a des actions qui sont menées par les actions de, comment on appelle, les actions citoyennes qui sont menées. Il y a des actions qui sont menées par les rassemblements. Il y a des actions qui sont menées de manière isolée par certains politiques et les initiatives de la population. Chacun est en train de faire quelque chose pour que le point culminant soit l'obtention de ces deux parts-là. Et tout ce que le Parti Orange fait, c'est accompagner et être dans les différentes actions qui a un seul soubassement, l'obtention de ces départs-là. Il y a eu les activités qui ont été organisées dernièrement, le 15 novembre. Il y a d'autres qui sont prévues à la fin du mois. Il y a également d'autres activités que le parti planifie au mois de décembre. Donc, les rassemblements ont tout un planning à ces sujets. Donc, nous ne sommes que dans l'accompagnement de ce planning pour qu'ensemble, nous puissions obtenir le résultat. Nous assisterons toujours à des villes mortes, qui ne changent rien sur le plan de la fonctionnalité. Tout reste intact. Vous savez, la question, la ville morte, c'est un message pédagogique. C'est parce que l'Africain reste l'Africain avec une tête très dure qui ne veut pas écouter. Vous comprenez? C'est comme ça, le départ de différents dictateurs, des différents chefs d'État est presque semblable. Parce qu'ils ne suivent pas les exemples des autres. La ville morte, c'est un message pédagogique. Je suis au pouvoir. Je suis au pouvoir. Je me rends compte qu'il y a une personne qui n'est pas au pouvoir, donne un mot d'ordre, mais la population suit les mots d'ordre. Ça me donne une matière à réfléchir. C'est un message, ça a un rôle pédagogique, la ville morte. Et c'est à ce niveau-là, l'autorité doit comprendre que j'ai un problème, la population ne veut plus de moi. Puisque la population ne veut plus de moi, pour que je reste grand, pour que je reste aligné dans la catégorie des grands, pour qu'au moins on sache même la fin que j'ai dû poser des actes responsables pour l'intérêt de mon peuple. J'écoute le plus que ce peuple-là. Mais ici, les Africains, les dictateurs africains, c'est le contraire. Ils veulent toujours partir dans les conditions de fuite, les conditions de ceci, et c'est pas normal, c'est pas correct. Mais je pense au stade actuel, quand dans un pays il y a une ville morte qui réussit, le chef de l'État doit réfléchir. Doit réfléchir pour se dire, ah, moi au pouvoir, je donne les instructions, personne n'écoute, donc j'ai le pouvoir, mais j'ai perdu toute l'autorité. Parce que le pouvoir et l'autorité, c'est deux choses différentes. Il ne faut jamais mettre ensemble. Je peux avoir l'autorité dans un pays, mais je peux avoir le pouvoir dans un pays, mais je n'ai plus d'autorité. Le président Tshisekedi, paix à son âme, il est parti. Le président Tshisekedi, dans les années, dans les années 90, j'ai bonne mémoire, on publie le 5 millions de Zaïre à l'époque. Un président au pouvoir, le président Mobutu au pouvoir, il publie, nous allons vous consommer cet argent. Mais un homme, un monsieur fait une déclaration, je démonétise ces billets-là. Et toute la République, personne n'a consommé les 5 millions. Mais c'est une action très forte. Le président Mobutu avait le pouvoir, mais il avait perdu l'autorité. L'autorité était ailleurs. Et or, l'idéal c'est quoi? C'est avoir le pouvoir et avoir l'autorité. Quand vous avez les deux, c'est comme ça que vous exercez confortablement votre leadership. Et nous sommes dans un environnement aujourd'hui, un groupe de gens veut se maintenir au pouvoir d'une manière dictatoriale, par l'armée, par la force, face à une réalité de perte totale de cette autorité
qui est justement l'onction que Dieu donne pour gérer. Vous comprenez? C'est très important cette nuance-là. Mais M. Fiyou Ndondoboni, puisqu'on parle du 15 novembre, la journée qui a été caractérisée par une ville morte, mais est-ce que, étant un président d'un parti politique ou un père d'une famille, comment vous jugez l'arrestation d'une petite fille de la Loucha au nom de Yalala, qui était arrêté par la police parce qu'il marchait, il était aussi en train de mener une action pour faire appel à la démocratie. Comment vous jugez cette arrestation depuis des 10 policiers face à une petite fille de 15 ans? Ce sont ces genres d'actions, des comportements qui montrent comment nous sommes descendus trop bas. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Ces vantant d'être sages, ils sont devenus fous ». Ça, c'est de la folie. On croit, c'est montrer qu'on est efficace, on est fort, on arrête. Mais pourtant, ce sont des éléments qui montrent que nous sommes descendus trop bas. Et c'est de la folie. Et ils savent la réglementation, c'est que ça dit. C'est un mineur d'abord. Comment on peut arrêter un mineur de cette manière-là? Comment? Non, il est considéré comme une personne qui n'a pas de maturité, qui n'a pas de ceci, qui n'a pas... Comment on peut ménoter un mineur parce qu'il a marché? Et ses droits sont protégés par la Constitution. C'est de la folie, c'est du n'importe quoi. Voilà pourquoi nous disons que nous avons affaire à un régime qui ne voit que son maintien au pouvoir. Il ne voit plus l'intérêt de la population. Parce que cette fille-là, la petite fille mineure, 15 ans, l'arrêter de cette manière, c'est inexplicable, c'est inimaginable. La folie est mieux que cette action-là. C'est vraiment dommage. Oui, M. Fiyou Ndondoboni, vous dites que l'ensemble du peuple congolais est mobilisé pour le départ de Joseph Kabila, mais il y en a qui vont vous contredire parce que ce jour-là, le 15, on a vu des jeunes du PPRD marcher pour soutenir le président de la République. Ça veut dire que quelque part, il a quand même du soutien. Vous parlez de quel soutien? Le soutien parce qu'on te donne de quoi manger. Ça, c'est pas un soutien. Les jeunes gens dont je vois, je peux même citer certains noms ici, ce sont des gens qui viennent nous galérer, nous demander les transports par-ci, par-là. On les connaît, ils se présentent là, on connaît leurs images. Hein? On sait ces jeunes gens qui sont dans les conditions difficiles, ils vont là-bas tout simplement parce qu'on leur a promis un petit transport, un peu d'argent, mais dans leur cœur, ils ne sont pas là-dedans. On les laisse faire. Mais regardez la contradiction. Le chef de la police dit que tout attroupement de plus de 5 personnes sera dispersés. Mais ils étaient à combien ces gens-là? Ils ont circulé dans la ville. Pourquoi la police ne les a pas dispersés? Pourquoi la police ne les a pas dispersés? Parce qu'il y a une déclaration. Il marchait pacifiquement. Il fallait qu'on commence par les disperser. Le principe, on n'a pas dit les gens de l'opposition, de PPRD ou tout, on ne chassera que les gens de l'opposition. Mais on a dit tout regroupement de 5 personnes dans la ville sera dispersé. Pourquoi on ne les a pas dispersés? Vous comprenez, ce sont de tout petites choses, de tout petits signes qui font que ça fait ramener la médiocrité de la gestion. Et ça apparaît au grand jour. Vous croyez cacher, vous croyez bien faire, mais le bien faire que vous faites vous ramène dans une parenthèse, dans une situation qui démontre que vous êtes à côté. C'est ce que nous vivons. Et comment est-ce qu'ils vont justifier cela? Parce qu'on ne les a pas dispersés. Mais la pauvre fille qui y a marché pacifiquement parce qu'il revendique un droit, on l'arrête comme ça. C'est dommage pour tout ça. Mais ça a une fin, hein? Ça a une fin, ça va finir très prochainement. Ça va finir de toute façon. Puisqu'on parle des enjeux qui nous attendent au mois de décembre, le président du Rassemblement qui était devant la presse il y a 48 heures a projeté une grande marche de détermination, une marche ferme, selon Félix Tshisekedi, selon les dires de Félix Tshisekedi, une marche déterminée à faire partir Joseph Kabila. Donc il appelle tous les Congolais à adhérer dans cette démarche le 28 novembre prochain. Le parti Orange... D'abord, je souligne que le parti Orange est membre du Rassemblement. Nous sommes au Rassemblement. Donc il ne faut pas donner l'impression que nous ne sommes pas au Rassemblement. Nous sommes là. Et la population devrait le savoir et le sait, nous sommes au Rassemblement. Seulement, maintenant que nous sommes tous plongés dans l'organisation des élections, et nous devons apporter du concret au groupe.
Nous sommes sur terrain, nous faisons des déplacements, nous allons pour remobiliser nos bases. C'est tout simplement ça. Et peut-être des différentes réunions, on est absent, soit on est en dehors du pays. Ceux qui nous représentent, bon, on ne les connaît peut-être pas, mais du moins, le Parti Orange est membre du rassemblement. Ce qui fait que tout le planning publié par les rassemblements, ça nous concerne. Et il n'y a aucune déclaration que le Parti Orange fait qui est à l'encontre des options fondamentales du rassemblement. Non. Ça, c'est une parenthèse importante que je voudrais faire. Ce qui fait que le 28, nous sommes concernés. Nous sommes concernés et nous sommes en train de mobiliser. Le président Félix, le président du rassemblement, notre président est arrivé, toutes ces différentes arrivées à l'aéroport. La délégation du parti était là. Le responsable de Tchango, tout ça était là, avec une bonne partie de la base qui était là. Mais seulement parce que, bon, les drapeaux n'amènent pas, mais du moins, plus de 30-40% de militants qui étaient là, qui étaient là, il y avait des militants de Parti Orange qui étaient là. Donc c'est pour dire que les actions qui sont planifiées, nous sommes concernés. Maintenant, il y a des initiatives de partis également qui vont être prises et les rassemblements soutiendra également. Donc, ce que je dis au départ, ce sont des actions qui sont mises ensemble pour que nous puissions atteindre un seul résultat que nous tous nous poursuivons. Est-ce que vous êtes sûr que par des villes mortes, des marches pacifiques vont vous permettre d'obtenir le départ de Joseph Kabila quand on sait qu'il a entre ses mains l'armée et la police? Oui, mais c'est ce qu'on appelle la symétrie du pouvoir. Mais c'est l'unique moyen que la Constitution nous donne pour revendiquer. Vous voulez quoi? On ne peut pas nous rabaisser, on ne peut pas nous humilier, on ne peut pas nous ramener dans le rabais le plus bas de faire la rébellion. On ne peut pas le faire. Ça, c'est comment je veux dire, on peut pas se rabaisser à ces niveaux. Vous comprenez? C'est une médiocrité qu'on ne fera pas. Parce que ceux qui l'ont fait avant étaient dans la médiocrité. On a accepté ça comme tel, mais c'était une médiocrité. On ne peut plus revenir dans cette médiocrité. L'unique option que la Constitution nous donne, c'est ça, des activités pacifiques. Mais le problème se trouve de l'autre camp, dans l'autre temps, qui ne comprend pas la possibilité que la Constitution a donnée pour recevoir le message d'arrêt. Ils ne comprennent pas. Et au lieu d'encadrer ou d'accepter, disons que la population ne veut plus de moi, je me retire, mais c'est maintenant la menace contre la population. Mais en faisant ça, vous savez, vous allez le faire une fois, 2 fois et 3 fois, à un certain moment, vous ne pourrez pas tuer tout un peuple, 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui se présentent en face de toi, tu ne sauras pas le faire. Et c'est toi qui vas te déplacer, qui vas fuir. Même président Fiou, on sent déjà une divergence d'idées entre le rassemblement et le mouvement citoyen. Vous appelez aux actions que vous allez mener le 28 et au mois de décembre pour chasser M. Kabila. Le mouvement citoyen appelle à une marche. Le président du rassemblement appelle à une ville morte. Pourquoi toutes ces divergences? Est-ce qu'attendez-vous à une réussite ou aux échecs par rapport à ces divergences? Non, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence. Vous savez, quand on annonce une action, il y a des réadaptations qui se font. Mais quand il y a les informations qui apparaissent, qu'il y a des dispositions qui sont prises pour que les autres fassent couler les sangs, le peuple congolais gratuitement, en tant que leader, il faut assumer, il faut prendre des dispositions. Non, que chacun reste chez soi pour ne pas donner l'occasion à tel ou tel autre de le faire. Ce n'est que ça. Mais l'action est restée. Il y a eu le président des rassemblements qui a fait une déclaration demandant à la population d'accompagner cette action. Donc c'est pour dire que quelque part, nous poursuivons le même objectif. Chacun est en train de travailler, mais l'objectif est le même. Nous mobilisons la même population pour que nous puissions atteindre le même résultat. C'est la chose la plus importante. Le reste, ce ne sont que des diversités peut-être d'activités, mais nous voulons atteindre le même résultat. Une question d'un internaute qui m'avait demandé de vous le poser. Dites-nous un peu, vous ne regrettez pas d'être au rassemblement ou de se retrouver chez Tchibala pour être ministre? En tout cas, je ne regrette pas. Je suis très heureux d'avoir fait ce choix parce que j'avais cette opportunité, effectivement. Je pouvais être ministre aujourd'hui, mais je fais le choix, un très bon choix de conserver l'idéal du peuple congolais. Ça, c'est le meilleur des choix qui puisse exister. Vous savez, la grandeur d'une personne, ce ne sont pas de millions. Vous allez voir, Mandela est mort. Il avait 3 millions d'euros dans son compte officiel. Mais il y a des personnes que l'on connaît qui sont morts avec des milliards en compte. On ne parle pas d'eux. Mais Mandela, on parlera de lui toute la vie. Pendant que le monde sera monde, on parlera de Mandela. Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
il n'avait pas de millions. Mais Jésus-Christ a défendu de valeurs. Il y a eu un discours. Et ce discours a fait de lui la référence de l'humanité. La meilleure des choses, c'est qu'il faut avoir un discours. Il faut poser des actes qui soient alignés à son discours. Et c'est ce que je fais. Et je pense que ça servira de leçon pour tout le monde. Si c'était pour l'argent, j'allais être ministre aujourd'hui. Mais parce que je défendais de valeurs, j'étais attaché à des valeurs. Et j'étais animé de cet esprit d'équipe. Nous sommes une équipe, les rassemblements. Et c'est cette équipe qu'il fallait défendre de valeurs. Montrer à tout le monde que non, il ne faut pas en cours de parcours lâcher, perdre, aller en dehors de l'idéal que nous a montré notre leader qui est parti, le président Etienne Tshisekedi. Et c'est cet idéal qu'il fallait conserver. Et nous les conservons jusqu'à aujourd'hui. Les gens peuvent crier, parler comme ils pensent, mais nous sommes alignés à cet idéal-là. Aujourd'hui, pour répondre à votre préoccupation, je ne regrette pas. Je suis fier d'avoir fait ce choix et de dire, face à la proposition de millions, je dis non. Et la population pourra me faire confiance pour ça. Vous êtes Mandela, congolais, mais Bruno Tshibala aussi s'est dit Mandela congolais parce qu'il vient de la prison au pouvoir pour défendre les valeurs de la République. Ben, on peut partir du pouvoir pour rentrer à la prison. Donc ça n'est fini pour aujourd'hui, mais avant tout, nous allons laisser la place au président Fiyou pour notre dernière rubrique. Monsieur Fiyou Ndondoboni, qu'adviendra-t-il si le 1er janvier 2018, Joseph Kabila reste toujours président? Vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle la réadaptation de plans. Nous allons réadapter les plans, mais nous allons poursuivre la lutte pour l'intérêt de notre peuple. Mais on ne peut pas penser à cette hypothèse d'abord. C'est l'hypothèse au 31 décembre. Voilà. Le reste, Dieu sait comment ça va se passer. La rubrique, c'est votre piste de solution pour sortir le pays dans l'impasse ou de la crise. La situation du Congo est complexe, telle que nous la vivons aujourd'hui. La crise est tellement multiforme qu'aujourd'hui, pour gérer le Congo et remettre le Congo dans la direction du développement, il faut une personne qui soit grand à la dimension du Congo. Il est vrai, on peut faire des propositions. Kabila va partir d'ici la fin de l'année. Il va partir. On va aller aux élections, il y aura toutes ces choses. Mais la proposition de solution, je m'aurais donné ici dans le profil de la personne qui est censée gérer le Congo. Pour que nous prenions de la hauteur à notre échange, à notre débat. Vous savez, un jour, le président Kasavubu était avec le Premier ministre Lumumba. Le président Kasavubu lui a dit, monsieur le Premier ministre, le Congo est trop grand pour nous. Le Premier ministre Lumumba lui a répondu, monsieur le président, le Congo n'est pas plus grand que nous. Mais le Congo lui manque des hommes grands à la dimension de son pays. C'est ça le problème du Congo. Nous n'avons pas un leadership qui soit à la dimension de la grandeur du Congo. La gestion du Congo demande cette qualité de leadership. Alors voilà pourquoi je vais vous partager quelques pensées. Aujourd'hui, il faut que nous réfléchissions que sera le Congo d'ici 2030. Que sera le Congo d'ici 2050? Et c'est dans cette réflexion-là que le président du Parti Orange, que le Parti Orange est, pour montrer le point de démarcation, la différence qu'il y a avec les autres qui sont en train de crier. Et pour imaginer le Congo dans cette année-là, il faut mettre ce qu'on appelle le plan stratégique, le plan de développement stratégique du Congo d'ici ces années. Et nous sommes dans ces plans-là. Et nous avons ces plans-là. Et ces plans-là devront se matérialiser dans 4 secteurs clés. 1. La politique stratégique sur la gestion de nos richesses minières naturelles. La politique stratégique sur la productivité. La politique stratégique sur ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Et enfin, la politique sociale, socio-culturelle et autres. Alors, par rapport au premier point, sur la politique de la gestion de nos ressources naturelles, il faudra que nous puissions réfléchir à la gestion de nos eaux. On parle de la guerre des eaux aujourd'hui. Mais comment est-ce que nous allons gérer cette eau-là? Et cette eau-là, comment est-ce que nous allons la transformer, au deuxième point, dans la production? Nous avons les diamants, nous avons l'or, nous avons toutes choses. Quelle est la politique que nous appliquons dans ça? Nous avons toutes ces richesses, la forêt. Quelle est la politique de cette forêt? Mais au deuxième point, il ne suffit pas seulement d'avoir cette politique, mais comment est-ce que nous allons rentabiliser pour que ça nous donne des revenus et que ces revenus-là profitent au peuple congolais? Nous allons les eaux. Vous savez qu'aujourd'hui, nous connaissons l'ensemble de l'Afrique, une bonne partie est désertique. Mais nous avons les eaux.
Mais c'est une richesse extraordinaire. Nous pouvons avoir toute une politique qui puisse régler les problèmes de l'Afrique, mais en contrepartie, nous avons de milliards et de milliards pour assurer le développement du Congo. Nous avons les forêts. Aujourd'hui, on parle de l'écosystème, on parle de l'équilibre, tout ça, l'équilibre mondial par rapport à tout ce qui concerne l'écosystème. Mais nous avons un mot à dire par rapport à la forêt équatoriale. Quelle est la politique que nous appliquons là-dessus? Vous comprenez? C'est sur ces choses qu'il faut réfléchir. Il faut prendre de la hauteur pour être dans ça, dans la productivité. Mais troisièmement, il y a maintenant ce qu'on appelle l'aménagement urbain de la ville, l'aménagement national. Il faut créer des pôles de développement par rapport au Congo. Si nous considérons qu'au niveau de Katanga, vers Kasumbalesa, il peut y avoir un pôle de développement. Si nous considérons que vers nord-est, il peut y avoir un autre pôle de développement. Nord-ouest, vers Équateur, il faut avoir un autre pôle de développement. Si nous considérons que dans tous ces, vers Bas-Congo, pôle de développement est au centre. Donc, ce qui fait qu'il faut réfléchir sur la jonction de ces différents pôles de développement. Et cela veut dire l'infrastructure adéquate, les différentes autoroutes qui relient les pôles de développement. Et c'est ces pôles de développement qui va créer le développement et en interne et en externe. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Non pas construire 4 km sous les boulevards, tu dis que mais ça produit quoi? Ça développe quoi? Ça amène le Congo à quoi? Donc, les actions ponctuelles que nous sommes en train de poser comme acte devront être alignées à une politique stratégique de l'ensemble de toute une nation. La politique salariale, la politique, toutes ces choses-là, tout ça, ce sont les choses sur lesquelles nous, aujourd'hui, nous réfléchissons. Donc, c'est pour dire en résumé, il nous faut un autre leadership. Un leadership que nous appelons du nouveau genre utile et transformateur. Il faut implémenter ce leadership. Deuxième chose, il faut faire un travail que nous appelons de renouvellement de l'intelligence. Préparer notre peuple à avoir une mentalité transformée. Voilà pourquoi nous avons lancé le réveil d'une génération Mbongwana. Et troisième chose, il faut bâtir le projet de société sur base de valeurs. Nous en avons 7 et nous baptisons toutes choses sur base de ces valeurs et refonder le Congo. C'est de cette manière que nous pouvons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, un Congo, il fera beau vivre. Et nous sommes déterminés et engagés à le faire et nous le ferons. Dans les années qui viennent, vous me poserez la question quand nous serons en train d'implémenter ce rêve. Et ça va se réaliser pour la gloire de notre Dieu. Merci beaucoup, M. Fiyun Ndondoboni, d'être venu. Et c'en est fini, chers téléspectateurs. Vous avez senti la profondeur et la hauteur aussi de cette réflexion. Je dis un grand merci à Joseph Kazadi d'être là et aussi à Roberto Chai. Quant à nous, nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.